merci. Merci d'être venu et puis donc merci à Florian d'être venu présenter ses travaux à l'UVGEC. On est très content de t'accueillir. Donc Florian a fait sa thèse à l'université de Brest sur les bactéries électroactives et il est actuellement postdoc à l'université de Chicago dans le laboratoire de Meren. Et il travaille sur un tas d'écosystèmes complexes. Il a parlé de l'infértilité, mais il travaille aussi sur le microbiome oral. Sur le milieu marin avec tout un tas de méthodes omiques et informatique, ça va être le cas. En essayant de les intégrer pour essayer de comprendre tout ce qui se passe dans les séries temporelles et ponctuelles. Ouais. Merci. Déjà, je voulais savoir, est-ce qu'il y en a des anglophones du coup? Ouais, ok. I'll do it in English? Okay, good. No, it's not. Ah, c'est français. Ah, en français, ok. Parce que du coup, si on n'est que des francophones, je vais le faire en français. Ouais, je crois que même en ligne, ouais. Je crois qu'en ligne, on a fait. Ça fait bizarre, sinon. Est-ce qu'en ligne, on voit bien la présentation? On partage l'écran en ligne. On voit la présentation. En mode présentation, c'est pas bon. C'est bon? Okay. Ouais. Donc, merci pour l'invitation. Ça me fait très plaisir d'être là. Ça me fait très plaisir de parler de mes travaux, de tout ce que j'ai fait. C'est la première fois que je le fais depuis le Covid, donc on est un peu nerveux, mais je suis super content de partager tout ça. Donc, je vais vous parler de ce qu'on a appelé, nous, le microbial genomic dynamism. Et normalement, jusqu'à la fin du tour, vous allez comprendre un peu de ce qu'on veut dire par ce mot genomic dynamism. Mais d'abord, je vais vous parler un petit peu de l'Université de Chicago, l'équipe de Meren que vous voyez là-bas, où on travaille sur, comme l'a dit Julie, tout un tas d'environnements, principalement du gut, parce qu'on est à l'Université de Chicago Medicine, donc vraiment beaucoup de gut, mais d'une manière générale, on étudie l'écologie microbienne, l'évolution en utilisant beaucoup d'outils omiques et de workflows. Et en plus d'avoir Kiki dans le labo, on développe un outil qui s'appelle Envio. Et je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cet outil. Eh ben, c'est un outil, ça tombe bien, c'est la slide d'après, c'est qu'est-ce que c'est? Envio. C'est un logiciel on a commencé à le développer, mais c'est un logiciel complètement open source, donc tout le monde peut rejoindre, aider au développement, etc. Community driven, on se base sur les retours des gens et les besoins du moment pour développer des nouvelles features, des nouvelles parties dans cet outil, qui est super intégré, qui va intégrer plein d'aspects des omics, comme tout le monde le petit logo là, entre la génomique, métagénomique, métatranscriptomique, pangénomique, single cell, philo. Je n'ai même pas tout mis parce qu'on a aussi des trucs d'épi, transcriptomique. Tout ce qui part à partir de l'ADN ou de l'ARN. Il n'y a pas de métabolomique ou quoi que ce soit, mais encore que, on fait des trucs avec des structures aussi. Donc, ça s'étend un petit peu. Et à la base, là où cet outil, je trouve qu'il est super intéressant, c'est qu'il y a une énorme partie qui est interactive. L'idée, c'est pas seulement de on traite nos données, etc. L'idée, c'est de regarder les données, c'est de voir ce qui se passe pour mieux comprendre en tant que biologiste qu'est-ce qui se passe. Et derrière, je sais pas, on va revenir sur l'outil bioinformatique et de comprendre, on va changer tel paramètre parce que ça ne va pas avoir le même impact. Et donc, il y a un gros aspect de l'outil. Par exemple, là, ce que vous voyez ici, c'est du binning manuel. Quand vous avez un métagénome, vous voulez essayer de reconstruire des communautés, des populations de génomes là-dedans, des MAG, des métagénomes assembled genomes. D'habitude, on utilise beaucoup des outils automatiques qui vont nous ressortir depuis le métagénome. Ah, un OPIN tout bien fait, avec la complétion, il est 100% complet ou pas, etc. Et il y a énormément dans les bases de données publiques de contamination. On va trouver des MAG, et si on regarde bien dans le détail, il y a un bout là, c'est clairement pas Ugly, c'est clairement autre chose. Et il y a des outils, entre autres, Envio, c'est pour ça qu'il a été développé à la base, pour refine, pour rentrer un petit peu dans ces génomes, essayer de voir qu'est-ce qui est différent, etc., très visuellement. Et là, c'est ce qui se passe. Là, la petite vidéo, c'est dans ce métagénome-là, on prend ce truc-là, c'est E. coli. Et je sais que sur l'interface, on peut relancer la vidéo, là. On a des trucs, je trouve trop bien. Quand on clique sur quelque chose, là, on a une estimation en direct de c'est quoi comme espèce, une estimation en direct du niveau de complétion, redondance, etc.
l'idée à la base, c'est d'attirer un petit peu les gens à utiliser ça, quoi. Après, ce qui est bien, c'est que vu que c'est très visuel, ça fait des belles figures. Là, c'est un ensemble de figures qu'on a de gens, des gens du labo, beaucoup quand même, mais pas que, qui utilisent l'outil pour sortir des figures. Et là, je pense que c'est là où on passe de l'étape d'après. C'est bien d'analyser ces données, etc. C'est aussi bien de pouvoir les communiquer, quoi, et d'avoir quelque chose qui donne envie et qui donne facilement envie de comprendre ce qui se passe. Je ne sais pas, là, on comprend tout de suite ce qui se passe, mais c'est le côté visuel, je trouve, apporte vachement quelque chose dans la compréhension. Il y a des figures comme celle-ci, là, par exemple. Ça, c'est directement ce qu'on sort dans l'image que vous avez vue avant. C'est l'image qu'on ressort directement, mais on peut aussi les modifier. Et là, j'ai aucune idée de comment les gens qui ont fait cette figure-là en bas dans le coin, c'est un immense point génome. Mais à la base, c'est une figure d'Envio qu'ils ont modifiée. Donc, il y a, je trouve qu'il y a un potentiel là-dedans. Et il n'y a pas que nous qui développons cet outil. Il y a plein de gens, comme j'ai dit, c'est pas open source. C'est principalement les gens dans le labo qui connaissent le code et tout ça. Donc, on bosse dessus. On a plein d'autres gens qui vont venir, que ce soit dans le champ des idées, des gens qui vont venir en disant il y aurait un besoin de, je sais pas moi, d'analyser une chose de telle ou telle manière, quoi, sans connaître rien du tout du code, quoi. Et ensuite, tu discutes avec des gens du labo qui sont prêts à faire du code, à collaborer, etc., quoi. Des gens qui viennent nous faire des stats, parce qu'on n'est pas très bon en stats, personnellement, etc. On développe des trucs, ouais, il y a plein de monde. Et tout ça, c'est centré autour de deux grosses plateformes. D'un côté, on a le GitHub, donc c'est là où on a le code. C'est là où, si vous observez des bugs, vous pouvez faire un petit issue, etc. On a un bug, etc. Les feature requests, si vous avez, ce serait bien d'avoir ça dans le truc interactif, c'est là tu peux y aller. Ça veut dire que quelqu'un va le faire, hein, ça reste de l'open source, donc techniquement, dans l'équipe, personne n'est payé pour le développer. Donc, ça reste de l'open source. Mais bon, des discussions, etc. Et là, c'est plus pour les super utilisateurs, quoi. Après, les autres gens, pour la majorité des utilisateurs, on se retrouve tous sur Slack. Enfin, maintenant, c'est Discord, parce qu'on vient de changer. Je sais pas si vous avez Slack. Sur la version gratuite, il n'y a plus que 90 jours d'historique possible. Et ce qui est vachement nul quand on est une énorme communauté comme ça, où il y a un gros historique de messages. Et l'intérêt, c'est non seulement de discuter entre nous, quand on a des questions, j'ai tel genre de métagénome, je voudrais les analyser, j'ai tel genre de questions, comment est-ce que je peux le faire? On se retrouve d'habitude sur ce Slack, maintenant Discord. Et puis les gens peuvent venir, tu peux regarder ça comme ça, tu peux attaquer dans cet angle-là, etc. Donc on a bougé sur Discord, mais ça se fait bien. Et tu peux rechercher aussi, c'est des questions, des choses, des gens ont déjà répondu, donc tu cherches l'historique et tu retrouves plein de choses. C'est une super plateforme et je trouve l'ambiance est cool en plus. Et Envio, dans la réalité, ça ressemble à ça. C'est beaucoup de lignes de commande. Ça, c'est toutes les commandes à un instant T. On a peut-être même plus maintenant. Donc, c'est un peu... Je peux comprendre que quelqu'un qui n'a jamais fait surtout de bioinformatique, c'est un petit peu beaucoup, quoi. Autant la partie interactive, elle est vachement intuitive. Même quelqu'un qui ne fait pas de bioinformatique, c'est cool. On peut rentrer, faire un peu de mix, etc. Autant cette partie-là, elle fait un peu mal. Surtout si je montre ça. Ça, c'est l'interaction entre les différents programmes. Ce qu'ils vont prendre en input, ce qu'ils vont parler en output, la manière dont ils peuvent s'intriquer. Si on va d'ailleurs sur le site de Envio, ça c'est un truc interactif, tu peux bouger, c'est un réseau, c'est rigolo, mais ça fait beaucoup de choses. Dans les faits, il y a 4 grands types de commandes et de choses qu'on peut faire comme ça avec Envio. Des commandes d'abord pour mettre les données dans Envio, créer différentes choses. Des commandes pour faire tourner des analyses de pangénome, analyse de synthénie, la complétion, faire des arbres phylogénomiques, estimer le métabolisme, la complétion des pathways, savoir si dans le génome, tous les pathways qui sont complets ou pas. On a des outils pour ça, etc. Des outils, évidemment, de visualisation, ça c'est quand même le cœur du projet, etc. Et aussi des outils pour sortir des choses, sortir des tables, des figures ou quoi que ce soit, pour après continuer ou utiliser d'autres outils, parce que ça peut proposer des départs qui servent après à d'autres outils. Donc, il y a beaucoup de choses, mais ça se divise dans ces 4 gros groupes. Et surtout, s'il y a besoin d'aide, il y a ce qu'il faut. On a sur le site de Envio des pages et des pages. J'aurais dû mettre le nombre de mots, d'habitude on met ça. Des pages et des pages d'aide pour tous les programmes, avec des détails, etc., des exemples, etc., pour tous les programmes, pour tous les trucs que ça peut créer en input, en output, etc., et plein de tutos. Il y a plein de tutos. Sur un peu de tout, pas de génome, etc., du métagénome. On a même un tuto qui fait tout, qui utilise un métagénome et qui fait tout, qui fait le binning, le pangénome, la phylogénomique, même la prédiction de structure, etc. On a des blogs aussi. Ça, c'est trop bien quand on démarre en mix, tout un vocabulaire, tout un listing de vocabulaire qui est super cool. C'est super cool si vous donnez des cours, des définitions sympas, etc.
et sur le kit scope, comme j'ai dit juste ici. Donc ça, c'est pour la présentation générale de Envio, l'outil qu'on utilise et qu'on développe dans le labo. Maintenant, on va parler un peu de science. Et je vais vous parler d'un projet de FMT. FMT, est-ce que ça vous parle, FMT, ça dit quelque chose ou pas? Je sais que maintenant, tu as des articles un peu de vulgarisation qui parlent de ça. C'est Fecal Microbiota Transplant. Et ça, c'est simple. On a un donneur. Comment on dit en français? Stool? SPSS? Comment on dit pour elle? On a un donneur et on va récupérer le gut microbiota de ce donneur, et on va les donner à des receveurs. Ces receveurs, ils en ont besoin parce qu'ils sont malades. La plupart du temps, ça peut être pour plein de raisons. Des raisons, enfin, c'est toujours du digestif, bien sûr. Une des raisons typiques de l'utilisation du FMT, c'est des gens qui sont infection à Clostridium difficile, qui, lorsqu'on arrive le dernier retranchement, les antibiotiques ne marchent pas, aucune autre technique marche. Et ben, le FMT, ça marche, je ne sais plus les chiffres, c'est au-delà de 90%. C'est impressionnant, ça marche tout le temps avec très peu d'effets secondaires. Bon, je ne suis pas médecin, je connais moins cette partie-là, mais je sais que ça marche du tonnerre, c'est génial. Et là où c'est génial, pour moi en tant qu'écologiste microbien, c'est que ça permet de tester certaines choses. On a cet article-là, donc on a suivi toute une étude, je vais vous la décrire juste après, l'étude de FMT, qui a été réalisée, enfin toute l'analyse, etc., par Andrea Watson, doctorante dans le labo. Et en fait, on a utilisé ce système-là pour essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que les microbes sont capables de coloniser le gut ou pas. Et vous allez très vite comprendre pourquoi c'est un modèle d'étude génial pour ça. Donc, on avait énormément de métagénomes qui viennent donc de FSS, de personnes, à différents moments. Ce que vous voyez là, la partie en haut, on a le donneur A. Le donneur A, et vous voyez le time series de tous les échantillons qu'on avait pour ce donneur. Donc, pendant 2 ans, on a collecté des FSS et récupéré les métagénomes de ce donneur. Et ensuite, vous avez R1, R2, R3, R4, R5. Ça, c'est les receveurs de ce donneur-là. Ce sont les gens qui étaient malades et qui ont reçu à un moment donné les 4 microbes de ce donneur-là. Et on a des échantillons, vous voyez la barre un peu rouge là, au temps 0, ça c'est le moment du FMT. Et donc on avait des échantillons de ces receveurs-là avant le transfert, et après le transfert, il est suivi de quasiment 1 an. C'est ça qui était très différent de beaucoup d'autres études qui font des suivis à quelques semaines, etc. Et là, au bout d'1 an, je trouve que c'est génial, parce que là, on va pouvoir tester quelque chose, on va pouvoir voir comment les populations de bactéries du même donneur vont chez différentes personnes et voir qu'est-ce qui va se passer. Est-ce qu'on va voir la même chose qui va se passer chez tous les différents donneurs? S'il se passe des choses différentes, pourquoi? Est-ce qu'il y en a qui ne sont juste pas capables de coloniser parmi toutes ces bactéries? C'est ça où c'est très intéressant. Et comparer avec l'état avant le FMT, après FMT, et surtout jusqu'à 1 an. Voir si on a des populations du donneur qui restent chez le receveur, absentes avant le transfert, mais qui restent au-delà d'1 an en tant que receveur. Spoiler, oui, il y en a. Il y en a même beaucoup. Et dans ce jeu de données-là, on avait 2 donneurs avec plusieurs receveurs, donneur A et donneur B. Est-ce qu'on a des questions? Je ne sais pas si on prend notre truc interactif, si vous avez des questions. Souvent, ça se fait plutôt à la fin. Ouais. C'est juste pour que ça soit bien clair. Alors là, c'est une grosse figure. C'est le résultat principal de. Je peux mettre ça. Oh non, ça va, il y a rien. Si tu fais moi. Ouais. Tu peux enlever. High floating meeting control. Ouais. Je vois pas. Ouais. Ah, c'est bien. Voilà. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de choses. On va se focaliser sur cette partie-là. D'accord? On oublie la partie basse, j'ai oublié d'enlever. Sur cette partie-là. Chaque ligne représente un métagénome. D'accord? Tout ce qui est partie violet du haut, ce sont les échantillons du donneur. Donc, on a le time series en vertical du donneur. Et ensuite, on a les différents receveurs. Avec les lignes qui sont un peu rouges, c'est les échantillons avant le FMT. Et les lignes qui sont en bleu, c'est après le FMT. Avant, les 2 échantillons avant le FMT, après le FMT, donneur, receveur suivant, receveur suivant, receveur suivant, receveur suivant. Et en vertical, ce qu'on a, pour chacune des colonnes, c'est des MAG, des Metagenome Assembled Genomes. Donc, et ce qu'on voit, l'HMAP, c'est la détection, la présence-absence de ces MAG. Et donc, on voit qu'on a, on a un ensemble de bactéries ici là, qui sont présentes tout le temps chez ce donneur, et on voit qu'elles se transmettent chez les différents receveurs. On a des choses qui parfois se transmettent bien chez un receveur, pas chez les autres.
ou alors on les retrouve détectés, mais que beaucoup plus tard, ce genre de choses. Donc, il y a tout un ensemble de phénotypes de colonisation qu'on peut décrire en fait en regardant ce genre de choses-là. Et ce qu'avait fait Andrea, c'est qu'elle avait défini quels étaient les bons colonisateurs, donc avec un ensemble de critères, à savoir, il fallait que la bactérie soit présente chez le donneur, qu'elle soit absente chez le receveur avant le transfert, et qu'elle reste chez le receveur un certain nombre de temps. Donc, elle avait défini comme ça des groupes de bons colonisateurs et de mauvais colonisateurs. Et l'idée après, c'était de savoir c'est quoi la différence. Qu'est-ce qui fait qu'on a un groupe de bactéries qui est capable de bien coloniser et un autre groupe qui n'est pas bien capable de coloniser. Et le résultat, c'était qu'elle a regardé justement ce que je disais juste avant, l'histoire de pathways, voir les pathways métaboliques complets ou non complets. Et en faisant ça et en regardant la différence entre les deux groupes, elle s'est rendue compte que le groupe qui était capable de coloniser avait un nombre de pathways complets pour tout ce qui est biosynthèse d'aminoacides, de cofacteurs, etc. Énormément plus enrichi en pathways complets de ce côté-là par rapport à ceux qui n'étaient pas capables de coloniser. En gros, ceux qui sont capables de bien coloniser, ce n'est pas tant que c'est une surprise, c'est ceux qui sont vachement indépendants, établis. Ils sont capables de faire la biosynthèse de tout ce qu'ils ont besoin. Et ceux qui n'étaient pas capables de bien coloniser, c'est ceux qui ont besoin d'avoir une communauté qui est déjà stable, qui va permettre des échanges, etc. Là-dessus. Et sachant que là, les bactéries, elles arrivent dans le gut de quelqu'un qui ne va pas bien, qui a une infection, qui est souvent sous gros antibiotiques, une diversité très basse, il y a tout à faire. Il n'y a pas une communauté qui est déjà en place où ces bactéries pourraient peut-être s'en sortir en collaborant avec eux. Donc, c'était ça le final. Ça, c'était l'intro pour vous expliquer c'était quoi le jeu de données du FFT. Moi, ce que je veux vous parler, c'est l'histoire de ce que j'en ai fait de ce jeu-là. Je me suis intéressé à une bactérie qui se retrouve ici, qui s'appelle Bacteroidetes fragilis. Je ne sais pas si elle est connue ou pas du reste du public. Elle est assez connue dans le gut, en tout cas. Je l'aime bien maintenant. Et je vais simplifier cette figure par ça. C'est la détection de cette même bactérie. Je l'ai mis à l'horizontale. Hein. On a les échantillons du donneur, les différents receveurs, et c'est une bactérie qui est capable de très bien coloniser les différents receveurs de FFT. Bien présente déjà, très abondante. Enfin, c'est de la présence absente, c'est pas de l'abondance. Mais vous me croyez, elle est aussi très abondante chez le donneur, et puis colonise très bien tous les différents receveurs. Et pourquoi elle est intéressante, cette bactérie? Parce que, comme beaucoup d'autres bactéries, celle-ci en particulier, elle est capable de produire une capsule de polysaccharide qui va recouvrir la cellule, comme on voit là sur cette image. C'est les exemples, il n'y a pas Bacteroidetes fragilis parmi celles-ci, mais ça ressemble à ça. Et elle va se recouvrir de cette capsule. Cette capsule, elle sert à plusieurs choses. L'une des plus grosses raisons pour lesquelles ils ont ces capsules-là, surtout dans le gut, c'est pour échapper au système immunitaire. C'est un moyen efficace d'échapper au système immunitaire. Et puis, ça va avoir des impacts aussi sur les interactions entre les autres bactéries et, de manière générale, en relation avec l'autre. Ce qui est intéressant, encore plus, chez Bacteroidetes fragilis, c'est qu'elle en a 8 différentes, 8 capsules possibles différentes. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'il n'y en a qu'une seule qui peut être exprimée à la fois. Et donc, il y a 8 opérons, c'est un nombre de gènes assez phénoménal, à chaque fois, c'est ces opérons, et qui sont d'ailleurs hyper variables. Si on prend une Bacteroidetes fragilis et une autre, les opérons n'ont rien à voir en termes de composition. C'est un truc c'est encore une question. Mais donc, il y a tout un système de régulation de l'expression pour s'assurer qu'il y ait toujours une seule capsule qui est exprimée par une autre, avec des systèmes de répression, antiterminaison, etc. Enfin, il y a une hiérarchie entre eux, et ils peuvent se répresser les uns les autres, etc. Mais ce qui va m'intéresser, moi, c'est qu'ils sont tous, enfin sur les 8-7, peuvent être régulés, leur expression peut être régulée par l'inversion du promoteur qui se trouve juste avant tout l'opéron. Et je ne sais pas si vous savez que ça existe, cette inversion de promoteur comme mode de régulation de l'expression génétique. Parce que moi, je ne le connaissais pas non plus avant de tomber là-dessus, et je trouve ça fou. Et ça tombe bien, parce qu'on va beaucoup parler des inversions, ce qui va se passer après. Avant de vous montrer ça, c'est un article que j'ai trouvé là dans Nature Review Microbiology en 2003. Et en 2003, on savait déjà très bien, parce que c'est Bacteroidetes fragilis, on l'a en culture. Ce n'est pas une bactérie qu'on a retrouvée juste dans le métagénome, mais dont on connaît partout. On la connaît très bien, c'est un modèle. Et on l'a en culture, et on savait depuis très longtemps que, ouais, elle a ces différentes capsules, et ouais, elle peut inverser le promoteur pour réguler l'expression, etc. Et donc, c'est des choses qu'on connaît depuis très longtemps, qu'il y a des... on appelle ça aussi des structural variants, des variations de la structure du génome, etc., pour réguler des choses, etc. Et ça va avoir des conséquences dramatiques sur le phénotype, parce que là, comme je vous ai dit, là, les capsules, c'est ce qui va
avoir un impact sur l'interaction avec l'autre. Et ils ont utilisé cette superbe image de canard pour parler d'inversion. Voilà. C'est bon. Donc, pour résumer et pour comprendre un petit peu l'enjeu de ce que je peux vous parler aujourd'hui. D'un côté, pour faire de l'écologie microbienne, on a cette problématique, on est obligé de simplifier, de résumer la diversité microbienne en des entités qui sont discrètes. Dans le sens, ici, là, on a des MAG. Les MAG, on va avoir un ensemble de quantités qui sont fixes, ils ne bougent pas. Ensuite, on va faire des choses, on va les détecter dans les métagénomes, etc. Et donc, le problème, c'est que très vite, on va avoir l'assumption que ça va être la même chose tout le temps. À chaque fois. On va la trouver détectée, ouais, c'est la même bifrate. On peut faire des études de population, etc. Là, je sais que c'est la même population, mais si on inverse un bout du génome, ça ne change pas la population en termes de, je sais pas, elle a des gènes en plus. Non, il n'y a pas de gène en plus, c'est juste un truc qui a peut-être bougé. Donc, on part du principe très souvent que ces choses-là sont figées. En revanche, ça fait très longtemps qu'on sait qu'il y a des choses qui font de l'altération génomique qui ont un impact sur ces bactéries et que du coup, on loupe à cause de ce problème de simplification. Pas qu'il y a un problème, c'est juste la manière dont on fonctionne. Donc maintenant, je vais vous parler un peu plus dans le détail de ce que c'est que les inversions génomiques, pourquoi c'est cool et comment est-ce qu'on les trouve maintenant. Ça, c'est le petit schéma pour montrer à quoi ça correspond un petit peu. Là, vous avez donc ça, c'est le promoteur, avec différentes orientations. On a un gène qui est juste en dessous, et on a une zone qui peut se faire inverter, qui peut se faire retourner. Et elle est caractérisée par une séquence palindromique inversée, inverted repeats, des deux côtés. C'est la même séquence, mais qui se regarde dans ce sens-là. Et c'est cette séquence qui va être reconnue par une invertase, qui va venir, qui va reconnaître un motif là-dedans, et qui va juste faire l'inversion. L'invertase, l'enzyme, elle n'a aucune idée dans quel sens le promoteur elle vient à retour, c'est tout. Et donc, on va avoir, dans un cas, la possible expression du gène A, ça veut dire qu'il est exprimé, mais le promoteur est dans le bon sens, il peut être exprimé. Et dans l'autre sens, le promoteur il est directement dans l'autre sens, donc c'est impossible d'exprimer le gène A. Ce qui, je trouve, est un mode un petit peu hardcore de régulation du génome, où on se remet à retourner des morceaux de génome. Ouais, on appelle ça aussi du phase variation, parce que ça a la particularité d'être complètement réversible et de ne pas changer le contenu en gène, par exemple, de ton gène. Et ça va créer diversité phénotypique. Ce qui est trop bien, c'est qu'on peut aller plus complexe. Il n'y a pas seulement ça. Si on imagine un système dans ce sens-là, avec deux gènes qui font face l'un dans le sens de l'autre, on peut imaginer un promoteur qui est orienté pour exprimer le gène A, et si on inverte cette partie-là, maintenant il peut exprimer le gène B. Donc là, on a une expression exclusive, soit de A, soit de B. Je ne sais pas pourquoi, il peut y avoir une importance, pour parler de à la fois, c'est l'un ou l'autre, on n'a pas les moyens d'avoir les deux à la fois. Donc ça peut être un des systèmes de régulation. Et il y a encore plus fou, parce qu'en fait, on peut imaginer des systèmes où, je vous ai dit, là, on a des séquences palindromes invertées, là, inversées, et qui se font face, et c'est ça qui est reconnu pour l'invertase pour retourner. On peut imaginer en avoir plus que deux. Et si on en a trois, comme dans un système comme ça, on a plein de possibilités, en fait. Et dans ce cas-là, on a une expression, si on imagine que le promoteur est ici, une expression de A, possible, ça veut pas dire qu'il est exprimé. Si on fait cette première inversion, maintenant c'est B, et si on retourne le truc complet, maintenant on exprime C. Et des systèmes, et tout ça, c'est pas juste qu'est-ce que c'est possible de faire en place, et on a des modèles en culture, etc., de certains modèles qui sont connus, qui ces choses-là existent. Et il y a encore plus fort. On peut imaginer ce système-là. Cette fois, le promoteur il est fixe, pas de problème. L'inversion elle se situe à la fin d'un gène. On a un transcrit A, peut être exprimé juste le transcrit A. L'inversion ici, on peut dire un pseudogène dans le sens où il n'y a pas de promoteur ici. Mais quand l'inversion se fait ici, maintenant le transcrit, ça va être AB. Et on va avoir un tout autre gène avec une fonction supplémentaire, donc quelque chose comme ça. Et il y a même encore plus fou. On peut faire ça, enfin, non, bon, je ne sais pas, ça va. On peut imaginer un système où là, le transcrit, c'est la séquence A, B. Et si on inverse ça, maintenant, on a AC qui peut être exprimé. Et pour vous montrer un petit exemple de la réalité réelle, on a ce système-là qui est connu. C'est un système de restriction-modification de type 1, et qui sont des systèmes, il y a besoin de trois enzymes. Une enzyme de restriction, une enzyme de modification, et une enzyme qui va viser une séquence, un motif dans l'ADN, pour faire soit une restriction, soit une modification. Et donc, cette dernière enzyme, là, c'est l'enzyme d'intérêt,
Oui, d'ailleurs, j'ai entouré. Ça, c'est l'opéron qui est exprimé. Ça, ce sont des gènes qui ne sont pas exprimés. Et donc, cette dernière, elle est très importante parce que c'est là où on va avoir des motifs de DNA binding. Et dans ce système-là, ça, c'est les possibilités d'inversion. Et ça, ce sont tous les gènes possibles. Pour un système, la bactérie est capable de produire 8 versions différentes du dernier gène qui va viser l'ADN et qui va du coup viser différents motifs pour aller faire ou des méthylations, ou des restrictions, des coupures, etc. Et ça, ouais, c'est des systèmes qui sont déjà connus. Donc c'est bien. Moi, mon problème, c'est que j'ai envie de tous les trouver maintenant. Ça, c'est bien, c'était dans des systèmes qui sont connus, qui sont en culture. Mais tout ce que je fais, ou tout ce qu'on fait aussi dans le labo, c'est vraiment on se base sur des... sans a priori, on sort un métagénome, et puis on regarde qu'est-ce qui se passe dedans, qu'est-ce qu'on peut retrouver. Et donc, j'ai fait un outil dans... Enfin, j'ai fait un outil. Je ne suis pas un codeur. Je trouve les outils, je fais un truc qui n'est pas très beau en bioinfo. Ensuite, je vais voir un codeur, il n'est pas content parce que ce que j'ai écrit, c'est dégueulasse, et il le code bien. Mais j'ai fait la philosophie de l'outil que je vais vous montrer juste après. Et parce que c'est mon truc, j'ai envie de vous parler de comment est-ce qu'on retrouve des inversions dans un métagénome. Je trouve ça beaucoup. Vous savez comment on séquence l'ADN? On séquence en paire d'Henritz. La plupart du temps, on fait des short fragments de ton ADN, on séquence en paire d'Henritz. Donc, si on devait mapper ces rides-là sur la référence, sur le contigue ou sur le génome de référence, ça ressemble à quelque chose comme ça. On a le RID 1 qui va être orienté dans ce sens-là et le RID 2 qui est orienté dans l'autre sens, avec le plus souvent une zone d'insertion au milieu. Et là, ce qui est très important, c'est qu'ils sont orientés inwards. Maintenant, imaginons que sous le... Bon, on en a plein, des rides. Imaginons que sous le RID 1, on a une zone qui, potentiellement, peut être inversée. Et dans mon échantillon, on va imaginer que toute la population, à cet endroit-là, c'est inversé. Et bien, grâce à mes talents de PowerPoint, c'est ça qu'on va observer. On va observer que maintenant, les paires d'Henritz, vont avoir une orientation similaire. On va se retrouver avec un mapping différent. Et ce qui est rigolo, c'est que si on utilise des logiciels IGV, je ne sais pas si vous savez, tu peux regarder comme ça les paires Henritz, comment ils mappent, etc., dans le détail. Et on peut en plus regarder, faire regardez juste ceux qui sont orientés d'une telle manière, etc. Bon, on peut voir des endroits comme ça avec un hotspot. Là, c'est que des rides qui se regardent vers la gauche, c'est que des rides qui se regardent, les deux regardent vers la droite. Quoi. Et moi, je sais très bien à cet endroit, j'ai regardé depuis, c'est un spot d'inversion. Et donc là, on a un signal dans le mapping, c'est trop bien, on peut utiliser ça du coup. Un signal qui est totalement sans a priori. Du coup. On n'a pas besoin de connaître les palindromes ou les quoi que ce soit, on n'a pas besoin de savoir que cette bactérie a fait ça. J'ai pas besoin de connaître le système, je sais qu'il y a un truc qui se passe là. Ouais. Là, c'est le niveau de l'expression. Non. Oui, non. Là, je suis métagénome. Là, on séquence l'ADN de ton échantillon. Je pensais que l'inversion se passait au niveau de... au moment où il y avait l'expression. Non, elle se passe dans ton génome. Okay. L'inversion se passe dans le génome, ouais. Pas dans le transcrit. Ensuite, tu as des choses qui vont être transcrites basées sur ce qui s'est passé dans ton génome. Mais non, c'est sur au niveau de l'ADN directement. Et donc, bref, on a bidouillé un petit peu Envio pour qu'il puisse se focaliser que sur ces rides en particulier. Parce que d'habitude, là, c'est une page de Envio, quand on regarde un génome, on voit des gènes en bas, on voit qu'on est sur une partie du génome, etc. Et en temps normal, on verrait un certain coverage de tous les rides à la fois, et on verrait, je ne sais pas, moi, il y a un certain niveau de coverage, de détection. Et là, ce qu'on voit, je rapporte plus que seulement ces rides spéciaux qui sont orientés, qui me disent qu'il y a une inversion. Là, j'ai clairement un hotspot d'un promoteur qui se passe quelque chose. Ouais. Maintenant, on peut se focaliser que sur ces rides-là. Ça, c'est le nouveau truc. Et ensuite, on a créé une commande qui est, on va chercher ces inversions quand on est caché. Une fois qu'on a ces rides-là en particulier. Ce qui est très important avec cet outil, je pense que c'est une notion qui c'est que c'est un petit peu comme un T-Rex. Sa vision est basée sur le mouvement. Mais l'idée est assez simple. C'est que, imaginez, vous avez un génome, il y a un endroit, ça peut s'inverter. Mais si dans tous vos échantillons, jamais ça s'inverse, si ça s'inverse jamais, vous ne le trouverez jamais avec cet outil. Parce qu'il se base justement sur les rides, qu'est-ce qui se passe dans votre échantillon. De mon point de vue, ce n'est pas grave, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de chercher ceux qui bougent. C'est ceux-là qui sont intéressants dans mon échantillon, dans mon étude, etc. C'est ceux-là qui se passe quelque chose. Donc, ce n'est pas fait pour essayer de chercher systématiquement des zones qui potentiellement pourraient s'arrêter. Ça ne trouve que celles qui, à un moment donné, au moins un petit peu, au moins une fraction dans la population, ça change. Je ne vais pas donner le détail de comment l'outil fonctionne, on peut en parler si vous voulez. Mais en gros,
on se restreint aux zones avec ces briques spéciales. Il y a plein de paramètres pour essayer de trouver les palindromes, etc. Important. Et enfin, on a un tableau, pas très beau, mais c'est pratique, où pour chaque ligne, on a l'inversion, où est-ce qu'on l'a trouvé, la séquence des palindromes inversés répétés qu'il y a entre les deux, une petite midline, parce qu'en fait, on peut avoir des mismatchs. Ça existe, des mismatchs entre les deux, c'est possible, etc. La position dans le génome, nombre de mismatchs, gaps, la taille des palindromes, la taille de l'inversion, 100, 150, ça c'est le truc classique, la taille de la région de moteur qui va se faire inverter, etc. Les échantillons dans lesquels on retrouve. Un autre aspect qui, je trouve, est très important, qui même monte un petit peu le truc à un niveau plus intéressant, c'est avoir la proportion relative de l'orientation des inversions. Ce que je veux dire par là, c'est dans un échantillon à un temps t, est-ce que ma population elle a 100% de cette région-là dans une direction ou 100% dans l'autre, ou est-ce qu'on a un truc mixte, 50-50, 70-40, et surtout, est-ce qu'on peut essayer de rapporter cette information, quoi. Et comme ça, après, on a un time series, et on voit ce qui se passe pour ce site-là. Au fur et à mesure, on a un changement de condition, et je vois que, ah bah oui, bah, on a un temps de transition, on a une population mixte, ensuite on a l'autre orientation qui se retrouve fixée dans la population, par sélection ou que sais-je. Je ne vais pas rentrer dans le détail de comment on le fait, mais en gros, oui, on peut le faire. Et pour chaque échantillon, on retourne dans les shortlists et on est capable de rapporter du coup la proportion relative de référence ou inversée. C'est encore des tableaux. Donc, des résultats. Vous vous souvenez de Bacillus fragilis, ça ressemble à ça. Vous partez du principe que c'était toujours la même chose, c'est un petit peu chiant. Voici un début de résultat. J'ai mis un peu trop de trucs tout de suite ici. Là, ce qu'on voit, c'est la même chose. Vous voyez, en horizontal, on a tous les échantillons du donneur au début, les différents receveurs. Cette fois, chaque ligne, tout ça, ça fait partie de Bacteroidetes fragilis. Chaque ligne représente une inversion, un site d'inversion. Et la couleur représente la proportion relative d'une inversion. Quand c'est blanc, c'est-à-dire qu'on est dans mon quantique, enfin, c'est la référence. C'est 100% de l'échantillon est dans une orientation. Et quand c'est très foncé, c'est que 100% de l'échantillon il est dans l'autre direction. Et quand on a une couleur intermédiaire, c'est une population intermédiaire, mais la moitié de la population qui est dans une orientation, la moitié de la population qui est dans l'autre. Et là, d'un seul coup, bah, c'est beaucoup moins chiant que ça. Il se passe des choses. Il se passe des choses entre les différents sites qui inversent. Et surtout, il se passe des choses différentes dans les différents receveurs. Cette fois, on n'a pas juste la bactérie, oui, qui est capable de coloniser de manière égale tous les différents receveurs. Il se passe des choses dans son génome différemment dans les différents receveurs. Là, ce que je vous montre ici, c'est 6 des 8 capsules, de bifrage. Et donc, ce que je vous montre d'ailleurs, ce n'est pas si le promoteur il est en on ou en off. Là, je ne l'ai pas fait. On peut aller regarder quelle couleur correspondrait à on et off. Et de base, j'ai assemblé d'une certaine manière, je vois qu'est-ce qui tourne ou pas. Mais ce qu'on voit, c'est que, par exemple, le promoteur de ces deux capsules, il a la même dynamique. Quand il est dans une certaine orientation, ils sont tous les deux en même temps, et après, ils changent tous les deux dans l'autre orientation. Pareil, dans le receveur 1, ils se suivent très bien. Et là, receveur 3, non. Là, ce n'est pas la même histoire. Là, il commence à faire vie à part, il se passe quelque chose. Pareil pour le 4, pareil pour le 5. Donc, cette fois, on va avoir la même population qui va pas faire exactement les mêmes choses dans les différents receveurs. Alors, ok, pourquoi plein de choses. Mais maintenant, on peut aller regarder ça. Là, c'est juste un petit peu... Là, je vous montre que les résultats au niveau des capsules. Et tu vas me dire, c'est bien. Les capsules, on les connaît déjà. Si on les connaît déjà, on pourrait aller les chercher manuellement. On peut aller faire des PCR directement dans son métagénome pour voir l'orientation de ces choses-là. Mais l'avantage, c'est que j'étais capable, avec ce outil-là, d'aller chercher toutes les inversions qui existent dans ce génome. Et il y en a plein. Toutes les lignes que vous voyez là, ce sont des zones qui peuvent s'inverser. C'est principalement des inversions de promoteurs, donc pour réguler l'expression de jet, mais pas seulement. On a ici, je l'ai mis ici, il y a tout un opéron, fonction inconnue si je me souviens bien, et à la fin, 2 gènes qui sont face à face. Et en fait, l'inversion permet de choisir quel va être le dernier gène de l'opéron. Et sur ce dernier gène, j'ai un carbohydrate binding domaine. Et quand je fais la structure, je prédis la structure et que j'aligne la structure, ils se ressemblent, mais à 2 gouttes d'eau, juste il y a une petite partie qui est un petit peu différente. Donc on part du principe, le postulat, c'est que c'est peut-être le site de ligation à peu importe le carbohydrate qui essaie de faire rentrer dans ta cellule. Mais la bactérie peut changer, c'est quoi le dernier gène dans cet opéron. Et un autre système ici,
encore plus flou. On a une histidine kinase qui, quand le gène est complet, a un domaine transmembrane sensor qui va capter quelque chose, quoi. Et de l'autre côté, dans la cellule, un domaine histidine kinase qui va transmettre l'information à la cellule. Et soit seulement le sensor est exprimé, avec la partie histidine kinase qui est retournée, et là, il n'y a pas de promoteur, soit celui-là, il est retourné, et là, on a un morphe complet, du gène complet. Et on peut suivre un petit peu l'évolution de qu'est-ce qui se passe et dans les différents receveurs, etc. Je trouve ça cool. Qu'est-ce qui arrive après? Ah oui, important. Je vous avais dit au début là, que donc, ces inversions sont caractérisées donc, par des séquences inversées répétées des deux côtés. Et là-dedans, il y a un motif ADN qui est reconnu par l'invertase, l'enzyme qui vient et qui catalyse du coup l'inversion à ces endroits-là. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que moi, pour chacun de ces sites-là, je peux aller regarder le palindrome. Est-ce que j'ai des motifs en commun entre différentes inversions pour savoir si elles sont inversées, régulées par la même invertase. D'accord? Et là, c'est ce que vous voyez, la colonne que j'ai mis tout de ce côté-là, on ne voit pas très bien les couleurs. Mais bon, à chaque fois que vous avez une couleur en commun, par exemple tout cela sont potentiellement régulés par la même invertase. J'ai le même motif ADN à chaque fois dans mes petits palindromes qui sont autour de l'inversion. Et donc, la même invertase peut aller de manière différente, retourner toutes celles-ci. Et vous voyez bien qu'il y en a plein de différentes dans ce génome. Parce que, je ne sais pas, certaines, oui, on va aller s'occuper de certains groupes de fonctions en particulier, ce genre de choses. On va revenir sur la fonction juste après. Et ce qui est très intéressant, c'est que là, on va sortir un petit peu de Bacteroides fragilis, mais on va aller sur un autre organisme que j'aime beaucoup, qui s'appelle Archemantia mucinifila. Elle est spéciale parce que sa seule source de carbone de cette bactérie, c'est le mucus à l'intérieur du gut. Elle dégrade le mucus intestinal, ce qui ne sonne pas très bien. Ça n'a pas l'air très. Mais les infos au niveau de la présence de cette bactérie, l'état de santé des individus, vous savez si c'est une bonne bactérie, sont hyper contradictoires. Il y a des moments, elle est caractéristique de bonnes situations de bonne santé, et d'autres moments, c'est associé à certaines maladies. C'est assez dur de comprendre qu'est-ce qui est associé à cette bactérie. Ce qui est sûr, et ce que j'ai trouvé, qui est aussi connu un peu dans la littérature, c'est qu'elle a plein de zones qui peuvent être inversées dans son génome. Elle régule énormément de choses avec ça. Et la liste ici, c'est impressionnant. Et un petit peu comme pour Bacteroides fragilis, cette bactérie était présente chez le donneur, plein de receveurs de manière pareille, alors qu'en fait, il se passe plein de choses différentes, des choses qui vont d'un seul coup tous s'inverser, où celles-ci elles étaient orientées d'une certaine manière, hop, on passe sur autre chose, alors que celui-ci change, il doit être inversement relié peut-être, je ne sais pas, il faut pas aller regarder dans le détail. Non, la raison pour laquelle je voulais montrer celle-ci, c'est la dernière colonne ici. J'ai recherché aussi les motifs. Et dans toute cette bactérie, quasiment toutes les inversions ont le même motif d'ADN dans ces petites choses-là. Et donc, l'idée, et j'ai regardé, il n'y en a qu'une seule de son invertase dans tout le génome, il y a une seule invertase qui peut retourner tous ces sites-là, qui sont quasiment tous des inversions de promoteurs, pas que des inversions de gènes aussi. Donc, c'est une seule invertase qui peut toutes les retourner. Et là, on peut se poser la question, mais du coup, c'est quand marche la régulation, comment est-ce qu'on décide de passer parce que je ne sais pas, moi, il y a eu un changement dans le diète ou dans je ne sais pas quoi, et non, on va passer dans l'autre sens. L'idée de base, je pense qu'elle est la plus parcimonieuse, c'est qu'on aurait un niveau d'inversion constant, très bas, mais constant, et ce qu'on voit après, c'est une sélection. C'est une sélection du phénotype, de l'orientation, de la variation, qui est la plus fit pour un T, quoi. Surtout dans un cas où il y a une seule invertase qui est capable de tout retourner de manière indiscriminée. Aucune idée dans quel sens ça va retourner. Et un dernier mot sur la fonction. Je pense que c'est quand même un peu intéressant de savoir est-ce qu'on a des fonctions qui sont un petit peu enrichies au niveau de ces trucs-là. Oui, carrément. On a quasiment toutes les fonctions qui sont associées à ces inversions, au moins sur ces deux génomes dont je vous ai parlé ici. C'est des fonctions qui sont associées à la membrane et à la paroi cellulaire. Quasiment systématiquement. Et encore une fois, ça revient aux même idée que la capsule. On parle de faire varier un petit peu tout ce qui va être au niveau de la surface de la cellule et donc interaction à l'hôte et avec les autres micro-organismes dans le cadre. C'est vraiment à ça que sert vraiment ce système-là. Et donc, ouais, ça a beau être un truc qu'on connaît depuis très longtemps. Là, ce que je trouve sympa, c'est qu'on s'affranchit un petit peu
des modèles qu'on a en culture, etc. Et on peut aller chercher tout ce qu'on veut sans forcément a priori. Et si normalement vous avez bien suivi la manière dont ces inversions fonctionnent, vous avez peut-être compris que normalement le canard, ça ne marche pas comme ça. Ça doit être comme ça. Parce que l'ADN se retourne. J'ai presque fini. Maintenant, j'ai envie de vous parler, ça ne va pas être trop long normalement, d'un autre système que les inversions qui crée de la dynamique dans le génome. Dynamique dynamism, c'est le sujet dont je voulais vous parler, qui sont les Diversity Generating Retroelements, DGRs. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Pas du tout. Pas du tout? Mais bon, on s'approche. Alors, le système est le suivant. Ça a été principalement caractérisé chez les virus, mais on en retrouve aussi beaucoup chez les bactéries. C'est un truc de virus, beaucoup. On a un système comme ça. On a un gène cible, on a un reverse transcriptase de l'autre côté, on a dans la zone intergénique template region qui va matcher une zone dans la protéine, dans la variable region. Okay? Ces deux zones se matchent. Le système est le suivant. Le template region est exprimé comme un non-coding RNA. La reverse transcriptase vient à refaire un cDNA avec cette expression-là, mais en faisant des fautes à toutes les positions d'adénosine, elle va mettre n'importe quel nucléotide. Et ce cDNA va être réincorporé dans le gène. Et le principe, c'est que ça va créer un site d'hypermutation pour cette séquence au niveau des A seulement, les A qui correspondent dans la template, va créer énormément de variations dans ce gène-là. Et encore plus fou, c'est des variations qui sont ciblées sur la première et la deuxième base du codon. Donc, si vous vous souvenez l'histoire des codons, hein, 3 bases. La troisième base, c'est le wobble position. C'est celle-ci, on la change, on a plus de chances d'avoir une mutation synonyme, on va avoir le même aminoacide, même s'il y a un changement. Alors que si on commence à changer la première et deuxième base d'un codon, on a beaucoup plus de chances de changer l'aminoacide qui va être derrière. Et donc, c'est vraiment des variations, hypermutations ciblées pour créer de la variabilité au niveau aminoacide. Et c'est énormément utilisé donc, par les virus et par les autres pour créer énormément de variations sur des épitopes, des systèmes de réception de surface, etc. Pour créer de la variation, quoi, pour le virus s'adapter, essayer de trouver un autre à infecter, quoi, et pour l'autre, pour essayer de faire varier les choses, et pas se faire infecter. Donc, c'est des systèmes qui sont connus pour ça. C'est clair, le DGR? Et ce qui est bien, c'est qu'il y a des DGR aussi dans Bacteroides fragilis. C'est vraiment, elle est pratique, cette bactérie. Là, ce que je vous montre ici, en bas, vous avez donc, le système de DGR dont je vous parlais juste avant, un gène, malheureusement de fonction totalement inconnue, et la plupart du temps, la plupart des DGR, le gène de cible est de fonction complètement inconnue, donc ce qui est un petit peu déroutant pour essayer de comprendre ce qui est vraiment modifié là-dedans, sans faire plus de choses que de la bioinformatique, en tout cas. Ici, on a la reverse transcriptase qui est juste ici, la template region, la variable region. Là, vous avez un alignement. Les deux séquences de seulement 57 nucléotides s'alignent parfaitement, sauf pour les A dans la position du template, qui, eux, sont random dans la version variée. Et là, ce qu'on voit ici, c'est chaque ligne est un échantillon du FNT. On est chez un receveur. Là, on est 5 jours après le FNT, 26, 89, 161, 164. Et toutes les petites barres que vous voyez à cet endroit-là, ce sont des single nucléotides variants, des variations à l'échelle d'un seul nucléotide. Et donc, on voit bien que là, on a des populations mixtes qui divergent un petit peu de la séquence de référence qu'on a en bas. Et puis, on voit bien qu'il y a des moments, ça change même beaucoup. Ce qui est intéressant, c'est que c'est comme c'est une toute petite région. En fait, on peut profiler cette variation. Tous ces variants-là, ils vont passer sur la taille d'un short reads qu'on va séquencer, qui va être 250 paires de bases. Donc moi, je peux aller retrouver tous les short reads qui correspondent à cette zone-là et faire un profil et voir l'abondance de certaines séquences par rapport à d'autres. Ça va donner quelque chose comme ça, où, par exemple, là, ce que je vous montre, c'est des échantillons du donneur pour ce site de DGR qu'on vient de voir, à T0 et à différents temps, etc. Et là, c'est pas, on ne voit pas très bien le bleu. On a principalement un bleu qui correspond à une séquence en particulier, à un variant en particulier pour cette partie variable. Et en vert, on a un autre variant qui est juste une séquence différente. Ça peut être une séquence différente à un nucléotide près. Et je regarde leur abondance relative. Donc, je vois, oui, chez le donneur, on a un peu de variabilité, mais on a surtout le variant bleu là, qui est très dominant.
OK, la situation est assez fixe au niveau de ce site-là chez le donneur. Ce qu'on peut voir, c'est qu'est-ce qui se passe au niveau de ce site hyper variable chez les différents receveurs? Parce qu'on a toujours la même question. Est-ce qu'il se passe les mêmes choses chez les différents receveurs? Ou est-ce qu'il y a des choses qu'on avait totalement zappées? Alors, chez le premier receveur, on a toujours le variant bleu qui domine. Très bien. J'imagine que c'était le truc le plus fit pour la bactérie, pour l'expression de ce gène-là dans cette situation-là. Pour le 4, à peu près la même chose. Il y a un peu plus de variation avec un variant un peu marron, là, un peu plus présent. Mais par contre, le 2, c'est une autre histoire. On a le variant bleu au début, ce qui est normal, ça correspond à la population qui vient d'être introduite du donneur. J'ai mis la flèche au-dessus de exactement quel échantillon du donneur a été utilisé pour ce receveur-là, et ça colle à chaque fois. C'est vachement beau. Mais par contre, au bout d'un certain temps, déjà, cette bactérie, à un moment donné, dans un échantillon, on ne la détecte plus, à part, elle disparaît sûrement pas, mais à part en dessous de nos niveaux de détection de séquençage. Ça revient après, mais elle revient après avec un niveau de diversité au niveau de ce site-là qui est fou, quoi. Donc, on peut se poser, c'est des trucs qui vont générer des hypothèses de travail après. Vous voyez bien que là l'idée, c'est de voir, ah bah oui, là, il y a clairement quelque chose. Je sais pas, ça a varié énormément au niveau de ce site-là. Ça a beaucoup de voir à quoi ça correspond et les variations et tout ça. Et on voit que la diversité se maintient. Il n'y a rien qui se fait fixer vraiment dans la population. Il n'y a rien qui peut être particulièrement utile à ce moment-là. Donc, on a juste plein de variations. Et le 4, le 5 plutôt, le 5, il est encore plus intéressant. Premier échantillon, ouais, on a le même profil de diversité que pour ce site-là, petit site dans le génome, que le donneur, non. Mais par contre, très vite, très vite, on a un autre variant qui se fait fixer, une autre séquence, mais qui se fait fixer de toute la population à ce nouveau variant. Et ça va perdurer dans le temps, parce que c'est ce qu'il fallait pour coloniser, enfin, est-ce que ça aide à la colonisation? Je sais pas. En tout cas, ça se retrouve fixé dans le cas de cette personne. Et ce que je vous ai caché, c'est qu'en fait, la Bacteroides fragilis a 2 DGR dans son génome. Donc, ce qu'on a fait, on a fait la même chose pour l'autre, parce que vous voyez, c'est l'autre site de DGR qui a son propre template region, variable region, c'est une autre séquence, c'est un autre reverse transcriptase. Et ce qu'on a fait, c'est que est-ce qu'il passe la même chose pour l'autre site? Est-ce que quand on voit des choses varier pour l'un, est-ce que ça varie pour l'autre? Eh bien, assez. Et en fait, c'est connu, en tout cas chez certaines bactéries, que ouais, quand il y a des situations de stress, etc., ces zones-là s'activent pour créer de la variabilité, pour essayer de s'en sortir, pour essayer de faire une version qui va peut-être aider, etc. Donc, on a des zones qui vont commencer à varier en même temps, pas complètement. Alors, on a une version qui se fait un peu fixée, et d'une manière générale, on a la séquence qui était dominante chez le donneur, cette séquence rouge, qui souvent se retrouve très dominante, qui peut être vraiment plus importante, il ne vaut peut-être pas le coup de diversifier, sauf ici. Alors là, ça part en diversification. Donc, encore une fois, c'est un autre exemple de dynamique des génomes, de ce qui se passe dans les génomes et de trucs. On a les moyens d'aller les voir, du coup. Celui-là, pas aussi systématiquement que les inversions. Dans les inversions, là, maintenant, on a l'outil pour aller les chercher tous automatiquement. Là, il faut aller manuellement les retrouver. Chercher les reverse transcriptases. On va voir si la zone, ça varie, si ça correspond. On n'a pas d'outils. Il y en a, mais ce ne sont pas aussi systématiques. Donc, ça fait longtemps. On va faire une petite conclusion. La petite conclusion, elle est simple. Je vais revenir sur cette diapo que j'aime bien, où je vous disais tout à l'heure que on a un besoin de simplification d'un côté pour comprendre ce qu'il fait des entités discrètes. Mais le problème, c'est que on part très vite du principe que reste la même chose. Malgré le fait qu'on sache qu'il y a tout ça. Ce que normalement, je viens de vous montrer, qu'on peut un peu allier les deux. On peut avoir, on va créer nos populations discrètes, dans notre cas, des bagues, mais on peut quand même aller chercher ces choses-là, et on n'a plus besoin de partir du principe que non, ces populations ne sont pas forcément conservées, on a des choses qui bougent là-dedans, et on a des outils pour aller les regarder, et je trouve que ça vaut le coup. Et slide de fin. Peut-être un peu, j'ai peut-être manqué ça ou peut-être un peu d'analyse, mais ce phénomène d'inversion, est-ce que ça arrive, c'est quelque chose qui arrive très fréquemment, par exemple, sur tous les individus d'une même population, ils sont tous stimulés pour faire la même inversion, ou est-ce que c'est quelque chose qui va arriver sur un individu et ça va s'éviter et il va créer une nouvelle population? Oui, dans la cellule, si ça arrive dans la cellule, ce ne sera pas, c'est impossible de le savoir avec ces données-là. Ok. On peut pas. C'est là où, parce que j'ai aucune idée du niveau de combien de fois ça se fait inverter dans l'échelle d'une cellule ou pas. Ouais.
ce que je sais, c'est que nous, ce qu'on voit là à la fin, c'est le truc, la population, à ce moment-là, ce qui a été sélectionné, c'est ça qui marche le mieux, ça c'est sûr. Ouais. Après, est-ce que dans une cellule, combien de fois ça s'inverse? Je ne sais pas. Ça pourrait. Tu as des questions dans le chat? Ah ouais? Ouais. Je vais laisse les lire, comme ça, en vidéo, ils en donneront aussi. Ah, du coup, il affiche plus du tout depuis tout à l'heure. Ah, c'est bien. Ici, c'est- Alors, juste au-dessus. Ouais, juste. ici, là, ou au-dessus? Au-dessus, il y en a déjà une. Ouais. Quelle vitesse de variation face à ce fait, quelle fréquence? Ouais, c'est ça. Combien a-t-on de génotypes portant sur une face dans une population? Combien a-t-on de génotypes? Ah, de combinaisons d'inversion, par exemple? Est-ce que le site 1 il est inversé dans ce sens-là pendant que le deuxième, etc. Ça, bah, encore une fois, c'est un truc, je ne sais pas. On peut faire un petit peu comme on peut faire des estimations de sous-population dans une population en regardant les SNP. C'est très dur de savoir si on a deux SNP très éloignés qui sont dans la même population, si c'est deux populations. Donc il peut y avoir autant de populations différentes qu'on a d'inversion, techniquement. Mais du coup, ouais, moi, en tout cas, j'ai pas les moyens de savoir si, quand il y a une chose qui varie, ça varie ailleurs parce qu'en fait, ils sont dans la même cellule. Est-ce que c'est deux sous-parties de la population qui varient? Ça, j'ai pas le moyen de savoir. Il y a Elsa qui précise, c'est non combien de bactéries, combien d'individus dans la population. L'individu, je sais pas. L'individu, je sais pas. Parce que là, on est en métagénomique, donc j'ai pas le nombre d'individus. Hein. J'ai qu'un certain nombre de coverage, de short reads, c'est de l'abondance relative par rapport, je sais pas moi, à une autre bactérie qui est dedans, mais non, je ne vais pas savoir. On les a en culture, ces mêmes bactéries, et ça se voit très bien aussi en culture. Ouais. Ouais, justement, merci pour la présentation, c'est super bien expliqué par rapport à ce qu'il y avait dedans. Et du coup, par rapport au coverage, effectivement, imaginons que tu as une bactérie, ton métagénome, il a 20x de coverage. Est-ce que du coup, cet outil de détection un petit peu des choses un petit peu rares, il saura faire la différence entre quelque chose de rare et quelque chose qui est en fait une erreur de séquençage? Ça, on a ça dans les paramètres. Ouais. Tu peux le descendre à juste besoin d'un read qui se retourne pour le détecter. Ça serait dommage. Ça ne marcherait pas. Voilà. Et de toute façon, il ne le trouverait pas. Parce que j'ai des systèmes, moi, pour vérifier que l'inversion existe, qu'elle est possible. Où je vais reconstruire l'inversion comme si elle s'était passée et je vais regarder dans certains reads s'il y a une signature de ça. Donc, à ce niveau-là, un read pourrait suffire pour dire qu'il existe. Mais dans tous les cas, si tu as un read qui monte dans l'autre sens, ok, ça peut peut-être s'inverser, mais ça n'a pas l'air important dans ton échantillon, sinon tous les reads s'inverseraient parce qu'il y a un truc qui se passe ou quoi que ce soit. Donc, ça va être au niveau du signal d'écologie de ce qui va t'intéresser où tu vas mettre la barrière. Moi, je sais que par défaut, j'utilise 5 ou 10 X de reads inversés. Tu peux avoir 100, tu peux avoir 1000 X, mais à partir de 5 ou 10 reads seulement, inversés dans une direction, à chaque fois, ce n'était pas par hasard. Pour 5, c'est un read, parce qu'il y a des erreurs de mapping, il peut y avoir des trucs du genre, et, un read, ouais. Et du coup, à partir de 5, 10 reads inversés. Donc, le reste de ta population peut être 5, 6 reads ou plus. Ça marche. Une deuxième question. Question 2. Est-ce que la RT est d'origine bactérienne? Il y a beaucoup de types de transcriptase invertase. Ouais, il y a un super papier du coup qui parle de tous les DGR et qui a classifié tous les DGR qu'on connaît, etc., en 6 grands groupes, en se basant sur la composition de séquence de la RT, justement. Et il y a des groupes qui sont purement phages, des groupes qui sont purement microbiens et des groupes qui sont mixtes, qu'on retrouve mixtes. Donc, j'imagine que le système s'est passé d'un côté et de l'autre, mais on a des groupes qui, au niveau de la comparaison de séquences, sont purement microbiens et d'autres purement phages. Et ainsi. Ouais. Et pour rebondir sur cette question, en fait, comment tu as pu déterminer que c'était vraiment bactérien en fonction de la composition et du coverage? Comment tu as pu savoir que c'était vraiment de. Enfin, dans mon système, le mining, il est fait manuellement. Ouais, parce que j'ai un quantique énorme, tout le reste, c'est du. Alors, est-ce que ça peut être du propage? Ouais, c'est ça. Peut-être. Non, ça peut être. Je sais qu'il est dans le gène. Et quand tu blastes le gène qui est unknown, il te renvoie vers. Rien ou non? Soit il va me renvoyer vers cette bactérie-là, parce que cette bactérie-là est connue, on l'a sur NCPA, etc. Et je vais retrouver le gène dedans. Ça peut quand même être un propage.
mais je ne sais pas. Et après, je ne sais plus pour cela, si j'avais fait le test de voir si la RT, par exemple, est d'un des types bactériens à des types mixtes ou à des types phages. Je ne sais plus si je l'ai fait. Je ne vais pas dire de bêtises. Il y avait une suite? Non, combien de bactéries? Non, Ouais, c'était ça. J'ai une autre question. Ouais. Là, c'est plus point de vue par rapport aux jeux de données. Est-ce que du coup, vous avez trouvé que des bactéries comme ça qui un peu s'excluent à un moment où justement il y a un effet d'une bactérie sur l'autre? Là, vraiment, dans le reste de la figure, etc., de ceux qui sont capables de bien coloniser, non, c'est pas, le focus n'a pas été fait dessus. Le focus, il a vraiment été fait sur ceux qui peuvent bien coloniser, ceux qui n'arrivent pas. Après, presque, parce que dans ceux qui n'arrivent pas à bien coloniser, on prenait aussi ceux qui colonisaient très bien un individu, mais pas tous les autres. Voilà. Et vous n'avez pas regardé le second good Ouais, on pourrait. en fait est un bon second parce Ouais. qu'en fait, il y a besoin de son primaire. Ah ouais, tout à fait. Ouais, on pourrait regarder ça. Ce serait l'étape d'après. Ouais. Typiquement, ouais. Une fois qu'on a vu les primaires, on regarde les primaires. Non, c'est vrai, c'est la chose. Je ne sais pas, qui vas-y. Alors, moi, juste par curiosité, un outil comme MBio, ça prend combien de temps à développer? Bah, c'est vaste parce que ça a commencé en 2014-2015. Ah, c'est énorme. Mais à la base, c'était surtout pour faire du billing, refinement, etc. Quoi. Et après, on a un petit plan génome. C'est le truc que je trouve le plus cool, c'est en 2-2, on peut mettre ces génomes, tu peux regarder, etc. Tu peux faire un arbre génomique directement dedans. Tu mets la ligne par-dessus. Enfin, mais ça se développe tout encore et toujours. Là, on va bientôt. On est en train de faire un truc. Un genome view pour juste ouvrir ces génomes et regarder ces génomes sans parler de coverage ou de quoi que ce soit. On a un hack pour le moment pour faire ça, mais pas où. Et aligner des génomes. Il y a plein d'outils qui existent qui font déjà ça. L'intérêt, c'est pas de changer de jeu, c'est juste de l'avoir dans un jeu parce que du coup, c'est les mêmes génomes que tu vas pouvoir utiliser pour un génome, intégrer un système intégré. Donc, ça développe encore beaucoup et il y a encore La question, c'est sur ton protocole expérimentaux pour les receveurs. En fait, il me semble que tu fais l'hypothèse du coup que toutes les bactéries que tu vas retrouver chez les receveurs, elles viennent des bactéries du donneur. Mais pas toutes. Mais pas toutes. Du coup, comment tu fais la part des choses entre ce qui vient de la recolonisation naturelle, on va dire, et ce qui vient du donneur? Alors, surtout quand je montrais la grosse figure de base, on voyait qu'il y avait, je vais revenir dessus, Est-ce que tes receveurs, ils ont tous été sous antibio à un moment? Ouais. C'est pour ça qu'ils ont un petit peu la bactérie. C'est ça. Et surtout, ce que je montre là, tous les mags là, ils ont été reconstruits du donneur. On ne voit pas les choses qui sont uniquement présentes chez les receveurs. C'est très bien détecté. On voit certaines qui sont détectées parce qu'on a des populations très proches chez les receveurs qui étaient avant. Et là, pour chacune d'entre elles, on a fait une détection des souches pour vérifier que la souche avant déjà était bien différente. Et qu'est-ce qu'a colonisé après? Parce que ça se trouve, ce qu'on voit, c'est toujours celle d'avant. Et on a des histoires comme ça. On a une Alice qui, elle était présente avant, la même espèce, présente avant. On a l'espèce du donneur qui arrive. Donc, on voit quelques variants avant, et fixes, donc c'est une population complète avant. Quoi. On a le donneur qui arrive avec son prophège, qui était une des grosses différences avec celui d'avant disparu. Au bout d'un an, on revoit les SNIV de la population avant qui revient parce que elle devait être à la base mieux préparée pour ce faire ça. Elle revient, mais avec le prophage. Elle a pris le prophage du donneur, qui peut-être sur le moment donnait un avantage sélectif de l'avoir, je sais pas, mais peut-être. Et là, l'étude, comme je disais, c'est focalisé sur qu'est-ce que du donneur est capable d'aller chez le receveur. Donc, on omet ce qui était déjà présent. Et dans la plupart des cas, c'était vraiment, comme je disais, antibactérie, la fin antibactérien, donc il n'y avait plus grand-chose. Cédif et parfois bifrage, qui était là avec des abondances de fou, parce qu'elle était toute seule. Sur les protocoles, du coup, vous avez essentiellement votre anti-jeu de données travaille sur 2 donneurs et quelques receveurs, ou vous avez ça, c'était quelques questions? Non, moi j'ai présenté tout ce qui se passe pour ce donneur 1 là, avec 6 receveurs, enfin 5, et non, c'est tout ce qu'on a. On a 2 donneurs et un ensemble de receveurs. Donc on ne parle pas d'un truc à la grosse cohorte où on pourrait faire des grosses hypothèses sur comment le fait par exemple fonctionne. Parce que là, avec 2 donneurs et des receveurs, c'est pas assez pour tirer des conclusions, je pense, de ce point de vue-là. Mais ça nous permet de tester à l'échelle de l'individu, de ce qui vient d'un individu dans différents receveurs, ça on peut tester.
Comment les Roswell ont été colonisés? Différentes manières. Différentes Ouais. Et il n'y a pas d'impact de la manière enfin, pas d'impact évident. Je vais bouger ça ici. Hop. C'est ce que montre le petit truc. On voit ici, on ne voit pas grand-chose. On va mettre en plein écran. Ah, ça, c'est la question. Là, cette colonne-là, certains ont reçu en pilule et d'autres directement en colonoscopie. Ce sont les deux moyens, apparemment, je ne participe pas directement aux études du point de vue clinique, mais sans différence qui est en tout cas apparente ou flagrante sur le mode d'introduction du virus. Et d'ailleurs aussi, les gens étaient dans deux conditions différentes. Ils avaient tous une infection à C. diff, mais certains avaient aussi développé des inflammations chroniques de l'intestin. C'est quand tu fais donc, je sais pas comment ça s'appelle ça, sarcoloscopie. Ouais. Tu attends à ce que les bactéries elles remontent le long du gut pour coloniser tout. J'ai aucune idée de j'ai aucune idée de jusqu'où ils remontent pour. Ouais, je vois très bien, je vois très bien. Et puis ça, c'est toute une autre question, parce que là, on a le gros biais qu'on trouve dans quasiment toute étude de microbiote du gut, c'est qu'on parle de fesses. Et ça, c'est ce qui reste à la fin. Et on a toute une biogéographie du gut qu'on est en train de louper entre le petit intestin, le début du gros, la fin du gros, entre ce qui se passe dans le mucus, dans la lumière, etc., qui n'a rien à voir. On a vu des trucs avec des profils d'épitranscripteurs, enfin de méthylation de l'ADN différents pour la même bactérie, qu'elle soit dans le mucus ou dans le lumen. Et d'ailleurs, sur bifrage, sur ces capsules. Voilà, des niveaux de méthylation différents sur différentes capsules en fonction de ce qu'il y a dans le mucus. Donc, tout ça, on zappe, on a une espèce de gros résumé à la fin, ce qui limite un peu la résolution là-dessus. Et autre question, tu as parlé tout à l'heure de sélection, du coup, que ça va sur tes interactions, etc., au niveau de la population. Mais en fait, sur l'enzyme elle-même, ou les enzymes elles-mêmes font les inversions, d'avoir des sélections dessus, la régulation d'expression, etc. Tout à fait, ouais. Est-ce que c'est toujours le même niveau d'expression? Est-ce que ça peut varier? Ça dépend du stress? C'est quoi? Comment c'est là? On peut partir, j'en ai aucune idée parce que là, je n'ai pas de transcripto. Et pour la plupart, ce que j'utilise, ça ne pas étudié en particulier, ou alors c'est étudié en culture. Mais on peut imaginer, oui, une activation quand il y a besoin de. Allez, on ne sait pas ce qu'on va faire, on va un peu checker tout ça, donc on active l'invertase et puis elle vient que voir. Ouais, elle peut carrément, j'imagine, réguler au niveau de plus ou moins exprimé. Et si tout se passe bien, on arrête l'expression. Je pense. Ouais. D'ailleurs, quand on dit de l'environnement des différents receveurs, vous avez des informations sur leur régime alimentaire, post-acidité. Ça, c'est le truc classique de tout ce qui est gut, etc. Ça serait bien d'avoir un suivi alimentaire à chaque fois, mais même quand tu l'as, tu n'es pas sûr que l'observance, c'était bien fait, etc. C'est assez dur. Ce qu'on sait, c'est que tout le monde a été remis. Il y a une rémission très rapide de tous les participants, de tous les symptômes. Donc, au moins, on sait qu'ils vont vers le même phénotype, l'IRI, et on peut en tirer du coup les conclusions que le gut qu'on a, il est acide, mais peu importe ce que ça veut dire, mais en tout cas, il n'y a pas de condition ni d'inflammation, ni sédif. Ouais. Non, c'était par exemple le receveur 5, qu'est-ce qui changeait le fait? Oui, c'est ça. Tout à fait. Moi, j'ai des trucs là, je ne sais pas, je ne vais pas entrer dans le détail, mais chez Archimantia, par exemple, j'en ai plusieurs. Si, j'ai là une image. Une petite seconde. Là. Pareil, c'est que des hypothèses que je peux tirer des fonctions, c'est pas on fait peu. J'ai 3 pectines liases. Pectines, donc on trouve ça dans tout ce qui va être légumes et fruits. Bon, c'est une hypothèse, mais ça reste à vérifier. Mais tu vois, si tu veux partir là-dessus, tu peux partir sur OK, est-ce que déjà ça lise vraiment des pectines, etc. Parce qu'on a une notation fonctionnelle qui peut faire qu'un certain niveau de confiance, quoi. Et du coup, quand on se retrouve en on ou off, est-ce que c'est parce qu'on a eu un changement de diète, justement? Peut-être, sûrement. Je sais pas, mais tu peux Et du coup, parce que j'adore tout ce que vous avez exploré comme information à partir de méthodologie, mais pourquoi vous n'avez pas pris non plus les transcriptomes? Non, pas de transcriptome. Moi, je suis arrivé bien après toutes ces études, enfin bien après. Oui, pourquoi ils n'ont pas pris ça en. Ils auraient pu, et tu vois, maintenant, on refait. Non, enfin, c'était pas plus compliqué d'extraire. peut-être, mais c'était pas.
c'est pas dans le protocole de base de cette étude-là, il devait faire c'est vrai que maintenant j'arriverai et on mettra en place un truc comme ça. Oui, je demanderai des transcriptomes pour confirmer que, surtout la réorganisation des gènes là, et montrer que tu as un transcrit complet du nouveau gène, ou tu as un transcrit avant seulement du gène plus court pour montrer que ton inversion n'est pas juste là pour casser le gène. Mais bah ouais, j'aurais bien aimé, mais non, ils sont pas. Alors, c'est ce qu'ils voulaient suivre dans le temps, c'était comment réagissait le microbiome. Pas comment on réagissait au niveau de l'expression, hein. Qui colonisait, qui disparaissait, qui se retrouvait. Ouais. Les deux. Bah, les deux, pas forcément, parce que tu vois, si une population n'est plus là, tu peux regarder dans son génome, machin, qu'est-ce qu'elle avait, qu'est-ce qui fait qu'elle est différente d'une autre qui reste, etc. Bah, tu vois ce qu'elle avait fait Andrea, et de voir qu'on a des pathways qui sont plus complets dans ceux qui restent par rapport à ceux qui ne sont pas là, quoi. Mais ouais, évidemment, le niveau d'expression, ce serait cool. Enfin, pour moi, c'est plutôt plus que le niveau d'expression, c'est confirmation qu'il y a un certain truc qui peut être. Oui, maintenant, tu vas confirmer. Je suis en train de galérer d'ailleurs là-dessus. J'essaie de chercher dans tous les données de gut, etc. Rien que les transcripts que je vois, du coup, enfin, les trucs qui se retournent. Dans n'importe quel métatranscriptome, est-ce que je peux trouver juste un transcrit qui correspond à ça qui vient de cette bactérie pour confirmer que ça existe? Mais on sait que ça existe sur d'autres trucs, c'est juste là pour confirmer. Même sur un vertage, tu sais si c'est distribué de façon homogène? Non. Des bactéries. La bonne question. J'hésitais à en parler. Non, du tout. Déjà, on en retrouve beaucoup plus dans tout ce qui est host associé, que ce soit du gut ou même n'importe quel système. Ce que je vois, on le retrouve beaucoup dans des gros génomes. De toute façon, c'est un truc qui coûte beaucoup. Parce que si tu peux te passer de l'expression entière d'opéron en inversant un truc, sinon on est dans un milieu très oligotrophe, très, très contraignant, on va se passer, on va trouver un autre système de régulation, ça gâche beaucoup de place dans le génome. On les retrouve. D'un autre côté, c'est juste un classimal, en fait. Ah oui, non, c'est bien. En fait, mais là, on les retrouve beaucoup, Bacteroides, Bacteroidetes, tout phylum, Bacteroidetes, et Verrucomicrobia. C'est les deux gros phylums qu'on a plein. On en retrouve ailleurs, et faut pas, je pense qu'il ne faut pas se faire avoir. Là, je me suis fait avoir, parce que c'est visuel de tomber sur la bactérie qu'on a plein. Mais il suffit d'une inversion dans une bactérie pour avoir une histoire qui veut dire quelque chose et qui peut être cool. Et donc, je sais que quand les génomes sont très enrichis en ce système-là, dans les Bacteroidetes et les Verrucomicrobia comme archimatial, mais j'en ai vu ailleurs aussi, un petit peu. Le vrai problème, c'est que ça casse les assemblages. Parce que si on a une population à intenter dans ton échantillon, dans ton métagénome, qui est 50% dans une direction, 50% dans l'autre, l'assembleur qui va prendre les short reads pour reconstruire le génome, il va arriver là, il va casser parce qu'il ne va pas savoir dans quelle direction aller. Et en fait, ce que vous voyez là, c'est principalement aussi ce qu'on a fait du long grid. On a fait du long grid, j'ai eu des génomes complets là-dedans, je peux retrouver ces sites-là. On retrouve certains sites, et si tu fais des assemblages individuels dans chaque échantillon, tu peux par chance tomber sur un échantillon où il y a 100% d'une direction, donc tu vas le reconstruire. Et après, en utilisant les autres échantillons mappés dessus, tu vas pouvoir voir, etc. Mais c'est là où le long grid, il fait du bien. Et en plus, après, on l'a en culture. J'ai pu aussi suivre ces inversions en culture. C'est assez intéressant. La plupart du temps, elles sont fixes. Ou alors 50-50, ce qui veut dire qu'elles ne servent à rien. C'est-à-dire que l'invertase, elle vient, elle change un petit peu, puis au bout d'un certain point, 50-50. Parce qu'il n'y en a pas un qui est sélectionné, je crois. Si tu fais du short read, c'est pas de... Encore une fois, si tu fais du short read à l'échelle de... et t'assembles par chaque échantillon, dans certains échantillons, tu peux les retrouver. Mais là, ça va être galère. Tu ne vas pas t'amuser à prendre 10 fois le génome que tu as construit 10 fois et faire la détection. Tu peux. Mais... Tu as des longs rides. Ouais. On est convaincus. Oui, c'est une question, je pense qu'on va s'arrêter là. Merci beaucoup, Florent. Merci beaucoup. Et puis là, pour sœur vidéo, et ben, on vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel séminaire. Merci à tous. Merci.